Bonjour à tous, on est jour 7, le 7 janvier 2026, et cette vidéo est sur le maraîchage estival sur sol vivant. Comme la vidéo précédente du jour 4, où l'on a vu les choix techniques qui ont été faits sur les poules pondeuses, on va voir les choix techniques faits concernant la partie maraîchage, puisque vous le savez, les poules et le maraîchage sont liés par une expérimentation qui a pour objectif de faire travailler l'un pour l'autre dans un cycle un peu vertueux. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer, de vous montrer les choix qui vont être faits et pour mettre le contexte de ensuite l'expérimentation qui aura lieu en place et savoir si on a fait les bons choix ou pas. La question du jour, c'est comment retrouver une bonne fertilité des sols tout en réduisant les coûts de la production maraîchère. Donc rapidement, et on peut directement entamer le contexte. Dans l'agriculture telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas l'agriculture maraîchère, c'est une agriculture qui est extrêmement spéculative. C'est un des secteurs qui est le moins subventionné, et c'est aussi un des secteurs qui a la réputation de plutôt pas trop mal gagner sa vie, bien que, comme c'est spéculatif, comme c'est un peu la loterie chaque année, il y a de très fortes volatilités quant aux résultats des chiffres d'affaires. Il y a, on va dire, deux modèles qui s'affrontent, que l'on va développer plus tard, mais en gros, j'aimerais vous parler d'une métaphore que j'essaye de mettre en place, mais qui est loin d'être parfaite comme toute métaphore, qui est ce que j'appelle la métaphore de l'arc. Quand vous souhaitez jouer à l'arc ou jouer au tir à l'arc, vous avez le choix de mettre la cible très loin ou très proche, et en fonction de ça, vous allez jouer de manière différente. Les producteurs que l'on va dire conventionnels et industriels ont pour habitude, dans leur modèle économique, on va le voir après parce que c'est un choix technique qui parfois n'est pas fait par l'agriculteur puisqu'il récupère un outil qui est déjà engagé dans un format de surendettement, etc. Mais on a le choix en tant qu'agriculteur de choisir, est-ce qu'on va choisir de mettre la cible loin, c'est-à-dire on va vouloir avoir des rendements qui sont hauts, avec une performance technique dans le champ très haute, avec beaucoup d'objectifs techniques ambitieux. Donc une tomate, on va se dire, il faut qu'elle produise entre 50 kg du mètre carré et 80 kg du mètre carré. C'est de très gros objectifs. Mais pour que cela puisse parvenir, il faut tout un arsenal d'investissement. Donc les performances, on arrive à 80 kg du mètre carré, 100 kg du mètre carré, sont les performances que l'on retrouve dans la tomate hors sol ou dans la tomate chauffée en sol, avec énormément d'engrais, avec énormément de produits phytosanitaires, avec tout ce qu'il faut pour que la plante soit aux petits oignons et optimale, même avec parfois de l'éclairage, avec du CO2 injecté dans les serres pour optimiser la photosynthèse. Donc toutes ces formats-là font que l'agriculture plutôt majoritaire aujourd'hui en France consiste à optimiser au maximum la technique dans l'objectif d'avoir ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est-à-dire que par exemple j'ai acheté un bâtiment, j'ai acheté un terrain, j'ai des charges constantes et des charges qui vont perdurer dans le temps, et ces charges-là j'essaye de les diminuer au maximum par rapport à mon kilo produit parce que je produis énormément de kilos. C'est classiquement ce qu'on appelle le modèle économique à économie d'échelle. Le problème de ce modèle économique, c'est qu'il est souvent en monoculture et qu'il est souvent donc contre nature. Et quand je dis contre nature, c'est vraiment qu'il a cette particularité que quand on met toujours les mêmes espèces ou toujours les mêmes choses au même endroit et de la même manière, on va peut-être arriver à faire des superbes économies d'échelle et arriver à se spécialiser et à être très bon dans son domaine. Mais le jour où il y a une maladie qui arrive sur la plante, si un jour il y a un ravageur, si un jour il y a un défaut dans le système parce que tout a été optimisé pour que chaque pièce et chaque facteur, il faut vraiment imaginer une énorme multiplication qui doit aligner tous les facteurs, et si un des facteurs est à zéro, il y a zéro production. Je prends plein d'exemples, donc on peut prendre en exemple en maraîchage, ce qui est le plus représentatif de ça, c'est la serre hors sol maraîchère. La serre hors sol maraîchère, il suffit que vous ayez pendant 24 heures une coupure électrique ou un problème d'approvisionnement de votre pompe qui vous envoie l'eau dans les pins, parce que du coup le hors-sol, pour ceux qui ne le savent pas, ils font ça dans des sacs qui font à peu près 1,50 m, 2 mètres de long, qui sont épais d'à peu près 10-20 cm, et donc les racines, la totalité des racines des plantes, des plantes parfois qui à la fin de l'année font plus de 11 mètres de long, donc d'énormes plantes, le système racinaire de ces plantes est contenu dans un pain de laine de roche ou de substrat neutre qui est extrêmement petit. Donc en fait, ça veut dire que le système racinaire doit être extrêmement développé dans cette toute petite surface, et que si jamais il y a un problème d'irrigation, même pendant quelques heures, si c'est au pic de chaleur, vous pouvez tout perdre d'un coup, tout ce que vous avez investi. C'est l'exemple majeur de vraiment
tous les facteurs doivent être alignés. Si c'est le climat qui va pas, si c'est votre chaudière qui a déconné parce qu'on est en plein hiver, si c'est par exemple cette année en 2025, on a eu beaucoup de mauvais temps au printemps, du coup le développement des auxiliaires, donc les macrolophus qui sont des petits auxiliaires qui sont là pour réguler les populations de ravageurs, pour faire court, ne se sont pas bien développés parce qu'ils ont besoin de soleil et de température pour se développer et faire un élevage de ces macrolophus dans les serres pour qu'ensuite quand les ravageurs arrivent ils ne puissent pas s'installer. Donc tous les facteurs, et il y en a au moins on pourrait très largement dire qu'il y en a une bonne centaine, dont au moins 40% ne sont pas maîtrisés par l'agriculteur, parce que facteurs météorologiques, parce que facteurs systémiques, parce que facteurs en fait géopolitiques, de choses qu'il ne maîtrise pas, d'approvisionnement qu'il ne maîtrise pas. C'est aussi une agriculture extrêmement dépendante de la mondialisation, de l'importation et du coût du pétrole, puisque quand on fait venir les engrais de l'autre bout du monde, si le coût du pétrole augmente, le coût de l'engrais augmente déjà par son extraction, mais aussi par son transport et ses intermédiaires. Ça peut être des taxes aux frontières, ça peut être tout un tas de choses en fait qui posent de véritables problèmes de modèle économique pour ces exploitations-là. Mais ces exploitations-là, il y a des années, c'est le jackpot. La technique a été au rendez-vous, le prix a été là, et c'est le jackpot. Et en 1 ou 2 ans, vous avez les moyens de reconstruire des serres, de mettre de l'argent de côté, d'investir dans le bâtiment, d'investir dans le foncier. Et en 2-3 ans de bonne année, vous pouvez construire un empire qui ensuite, si vous l'avez bien construit, va pouvoir durer pendant plusieurs années de crise. Parce que vous avez mis de l'argent de côté, parce que vous avez acheté du patrimoine, parce que vous avez diversifié vos activités, etc. etc. Dans le même temps, comme vous vendez d'énormes quantités, on parle parfois les exploitations peuvent vendre un semi-remorque par semaine de tomates. Ces exploitations-là peuvent sortir un semi-remorque entier de tomates par semaine. Et encore, c'est moyenne. Les très grosses exploitations que l'on peut retrouver dans d'autres pays qu'en France, c'est beaucoup, beaucoup plus. Enfin bref, c'est des vraies usines de production de tomates où la plante est posée et optimisée au maximum de sa biologie et sélectionnée pour être optimisée dans ces conditions-là, pour qu'elle donne le maximum de sa biologie, malgré toutes les conditions contre-naturelles dans lesquelles elle est mise, c'est-à-dire en dehors du sol, dans une atmosphère chauffée, contrôlée, avec une hygrométrie contrôlée, avec une plante, ça a une respiration. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une forme de respiration qui se fait au niveau de la photosynthèse et même dans tout le parcours de la plante qui fait que, à quelque part, de temps en temps, elle a besoin de se reposer. Dans ces conditions-là, le but n'est qu'elle se repose pas, elle produit et elle crache à mort. Donc la plante se fatigue, elle est dans des conditions contre-naturelles, etc., etc. Vous avez compris l'idée, c'est un peu comme si une poule pondeuse, on l'empêchait de dormir pour qu'elle ponde plus. C'est un peu aberrant, mais bon, la maltraitance végétale n'est pas un sujet qui émeut les foules. Et de fait, ça se comprend aussi parce qu'on a beaucoup plus de mal à s'y attacher. Donc ça, c'est le modèle économique, on va dire, de grande échelle, qui consiste à tirer l'arc très fort et à essayer de viser la cible très loin. Et une fois de temps en temps, tous les facteurs seront alignés, malgré le vent, malgré la pluie, malgré tout ce qui peut faire dévier votre flèche de son objectif, elle va arriver à toucher la cible plus ou moins fort, et donc du coup vous allez arriver à gagner. Et vous allez devoir marcher pendant longtemps pour aller chercher la cible et retirer un coup. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ce modèle économique est extrêmement dangereux et qu'à un moment ou à un autre, l'arc peut se casser, la pluie ou le vent peut devenir trop fort, la cible peut devenir de plus en plus petite parce que la fenêtre sur le marché international se referme, votre business peut disparaître soudainement par rapport à une seule loi qu'un autre pays aurait pris. Je prends l'exemple de la pomme. Quand la Russie a envahi la Crimée, il y a eu dans les début des années 2000, il y a eu des sanctions qui ont été faites contre la Russie pour dire on vous enverra plus nos pommes et nos fruits parce que voilà. Toutes les coopératives de pommes dont en plus ma famille faisait partie ont quasiment fermé parce que ça a baissé leur 60% de la coopérative vendait en Russie. Donc en fait, soudainement, vous êtes producteur de pommes, vous avez investi des arbres pendant 20 ou 30 ans, vous êtes spécialisé en pommiers, vous êtes très performant, vous arrivez à produire 80 tonnes hectares, etc. Et vous avez fonctionné avec une coopérative qui fonctionne, etc. Situation géopolitique, marché à droite, à gauche ou je ne sais pas quoi, boum, 40 ou 60% de votre débouché disparaît. Et 80 tonnes hectares, donc ça veut dire que vous produisez 500, 1000 tonnes hectares. Votre exploitation peut vendre 500 ou 1000 tonnes de fruits. Vous les remettez pas au Carrefour du coin, les 1000 tonnes de fruits. Le Carrefour du coin, s'il vous prend 3 tonnes dans l'année, ce sera le bout du monde. Donc du coup, vous avez un vrai problème, du coup vous jetez vos pommes, vous n'êtes pas content, vous allez devant la préfecture, vous balancez vos pommes, vous faites les grèves, les manifestations, ce que l'on voit en fait régulièrement dans le modèle conventionnel de l'agriculture. Et ensuite, il y a l'opposé de ce modèle agricole, qui est les jeunes installés agricoles, qui est plus un modèle que je défends, mais qui a aussi énormément d'avantages, c'est-à-dire on met la cible très, très proche, on investit très très peu d'énergie pour tirer la flèche,
mais la plupart du temps, on arrive toujours à son objectif. Le problème de ça, bien sûr, c'est que le système fiscal en France fait que le peu de marge que vous allez faire va vous être pris. Et que si, en plus, si vous sous-investissez très profondément ce que vous faites, vous allez avoir un vrai problème de lié aux intempéries. Par exemple, si vous voulez faire des tomates, vous faites de la tomate plein champ sans la protéger, la moindre pluie, la moindre grêle, le moindre truc, c'est terminé. La régulation des ravageurs, pareil, c'est compliqué. Certains produits phytosanitaires sont interdits en extérieur et autorisés à l'intérieur d'un tunnel. Donc en fait, ma vision des choses, et vous le savez, c'est trouver l'équilibre. C'est un juste milieu entre le surinvestissement et la performance et le sous-investissement et le manque de performance. Parce qu'il y a aussi quelque chose d'un point de vue systémique et d'un point de vue système modèle agricole qu'il faut avoir en tête, c'est que on a une surface agricole utile dans le pays pour nourrir les gens. Si tout le monde se met à dire moi je sous-investis et au lieu de faire 80 kilos du mètre carré, je vais faire plus que 10 kilos du mètre carré, mais c'est pas grave parce que je le vends bien, j'ai une niche de clients qui est prêt à me reconnaître et à me payer bien. Oui, mais si tout le monde fait ça, tout le monde crève de faim. Parce qu'on divise par 10 la production nationale. Où on se retrouve à importer massivement, à avoir une souveraineté alimentaire qui est discutable, etc., etc. Donc il y a quand même une sorte de respect à avoir de la terre que l'on cultive en se disant il y a un minimum à produire pour estimer qu'en fait on rend grâce à quelque part à la nature et à notre outil de travail. Et c'est un peu... Il y a aussi cette métaphore qui circule de j'ai une Ferrari mais je vais rouler dans des chemins boueux, ou j'ai une 2 chevaux mais je veux faire la course sur un circuit. C'est un peu ça aussi. Si vous avez une Ferrari entre les mains, exploitez-la dans un environnement qui lui correspond. Et toutes les terres ne se valent pas. Il y a des terres en montagne avec un climat plus compliqué qui avec très peu de périodes estivales, où vous n'allez pas pouvoir faire 25-30 kg du mètre carré de tomates. Et il y a des sols dans le sud de la France où de manière complètement bio dans le sol et machin, vous allez arriver à faire 50 kg du mètre carré. Donc voilà, en fait, en fonction de l'outil que l'on a, il faut savoir le respecter. Parce qu'en plus, on va le voir, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher que de sécuriser un peu. On peut avancer donc suite à cette métaphore de l'arc qui est discutable, je le reconnais, mais qui a quand même pour idée de faire comprendre un peu que plus on met d'énergie, plus on veut que la cible elle soit loin, plus on a de l'espoir. Plus certes, si on chope la cible, il y a une satisfaction et un énorme gain d'argent pour l'agriculteur s'il y arrive. Mais y arriver, c'est quand même beaucoup moins souvent que si on place la cible à distance raisonnable et qu'on essaye à chaque fois, en mettant peu d'énergie, d'atteindre cette cible. Et donc les intempéries entre nous et la cible sont moins importants. Et donc le nombre de facteurs à multiplier pour en finir d'avoir le résultat est moins important aussi. Donc, ça correspond à dire qu'on est moins dépendant du pétrole, on est moins dépendant des conjonctures économiques, on est moins dépendant, donc on est plus aussi en capacité d'action et on est moins, comment on dit... Et on est moins faible, on est moins impuissant face à ce qui pourrait nous arriver et nous faire subir une faillite économique ou une faillite technique. On est plus en capacité de pouvoir pivoter le modèle, on s'enferme moins dans des choix techniques et technologiques, on s'endette moins long terme, donc moins de stress pour l'agriculteur, enfin tout un tas de choses quand même qui, pour la vie de l'agriculteur, est extrêmement importante. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a un peu deux modèles qui s'affrontent aujourd'hui dans l'existant, avec un troisième que l'on va voir après qui est l'extrême. Donc le modèle, dont je vous mets les chiffres rapidement parce que je ne vais pas forcément répéter tout ce que j'ai dit, mais le modèle économie d'échelle, serre hors sol, où on brûle du gaz, donc attention dans ces serres-là, on brûle 6 à 10 fois plus de gaz que ce que l'on aurait besoin pour faire tourner la structure. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait les agriculteurs de tomates hors sol ne sont plus rentables par la vente de leurs produits. Parce qu'ils ont une concurrence déloyale sur le territoire, donc ça fait baisser les prix et chuter les prix, donc ils ne sont plus rentables. Et une de leurs principales charges, contrairement à l'élevage où c'est l'alimentation, une de leurs principales charges à ces gens-là, c'est chauffer les serres pour arriver tôt sur le marché. Parce que la précocité est quelque chose d'extrêmement important dans le maraîchage. Quand vous arrivez en précocité sur le marché, vous captez le client que si vous avez de la bonne qualité, vous gardez toute l'année. Donc le premier arrivé sur le marché a le client et le pique aux autres. Donc la précocité est devenue un facteur extrêmement important uniquement sur des modèles industriels. Si vous avez des modèles locaux avec des clients et que vous avez directement le consommateur en direct, la précocité, le client il s'en fout parce qu'il ira acheter sa tomate ailleurs s'il le veut. Et puis quand vous aurez vos tomates, il sera très content de retrouver des tomates qui ont du goût, de saison et qui ont poussé dans le sol avec des arômes du terroir, etc., etc. Petit débrief ici évidemment. Une tomate hors sol est bonne, est sucrée et jusqu'à preuve du contraire autant nutritive, si c'est parfois plus nutritive qu'une tomate qui a poussé dans le sol. Le goût, les arômes, le sucre dans la plante, c'est souvent dû à l'électroconductivité qu'il y a dans la solution ou dans le sol. Donc en fait, c'est la quantité d'engrais qu'il y a dans le sol.
Pour faire court, je fais des trop de ça, les puristes vont m'en vouloir, mais en gros, plus vous mettez d'engrais dans le sol, plus la tomate va être sucrée et va avoir du goût. Donc le hors-sol est en totale capacité de faire des produits qui ont du goût, mais le terroir, la complexité de la saveur du terroir est quelque chose qui est difficilement reproductible en serre hors-sol. Parce que en fait, ce qui fait l'arôme, c'est les très longues chaînes carbonées du sol. Et les très longues chaînes carbonées du sol, elles ne sont pas donc c'est de la matière organique. Hein. Quand on dit très longues chaînes carbonées du sol, c'est de la matière organique. Il n'y en a pas dans le sol du sac hors sol et du système hors sol. Donc le terroir est beaucoup plus difficile à obtenir sur une plante hors sol. Après, la qualité gustative des variétés est souvent due à la sélection variétale, donc il y a aussi tout un tas de choses qui font que vous pouvez avoir une variété que vous plantez dans un sol qui sera moins bonne qu'une variété qui aura été plantée hors sol mais qui a été sélectionnée pour ses qualités gustatives. C'est un débat, c'est un truc technique, mais en gros, reconnaître au goût si c'est hors sol ou pas hors sol, si on vous l'a pas dit, c'est très compliqué. Et c'est pareil pour la fraise. Donc reprenons sur le modèle économique. Voilà, l'économie d'échelle de la serre hors sol peut vous permettre d'avoir un coût de production de la tomate à 80 centimes le kilo. Donc à partir de 90 centimes le kilo, on pourrait dire que vous gagnez votre vie. Sauf que ça, c'est si vous arrivez à créer l'économie d'échelle et que vous arrivez à produire entre 50, 60, 70, 80, 100 kilos du mètre carré dans votre serre. Parce que vous aurez amorti le chauffage. Parce que le chauffage, vous allez chauffer un hectare de serre. Le chauffage, il sera le même que vous récoltiez 50 kg du mètre carré ou 80 kg du mètre carré. J'ai personnellement un producteur dans la structure dans laquelle je fais du conseil aujourd'hui qui n'est pas arrivé à faire son objectif, qui a fait plutôt 25-30 kg, 35 kg du mètre carré dans une serre industrielle et qui du coup se retrouve avec un coût de production qui est à 1,2€, 1,4€, 1,6€, 1,80€ le kilo. Alors qu'en fait, vous le voyez sur le modèle numéro 2, un modèle maraîcher sous tunnel, sans chauffage, en respectant la périodicité, etc., on se retrouve à un coût, la diapo le dit peut-être un peu mal, entre 1,2 le kilo, et si vous avez une mauvaise production, 1,5, 1,6. Donc en fait, si vous avez des pépins techniques sur le système industriel, ce qui est régulièrement le cas, parce que comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas de multiplicateurs qu'il faut valider, et une année c'est un multiplicateur qui déconne, une autre année c'est un autre multiplicateur, et donc il n'y a jamais la totalité des multiplicateurs qui sont alignés, et le jour où ça arrive, vous avez tellement d'argent, vous avez tellement fait une année incroyable, que vous allez devoir déclarer du bénéfice, l'État va vous prendre des choses, vous allez surinvestir, ce qui va peut-être vous... Parce que ce qui se passe, c'est que, admettons, vous avez une grosse structure, vous faites 100 ou 150 000 euros de bénéfices en une année, vous êtes là, putain, c'est incroyable, j'ai acheté un tracteur. Vous achetez un tracteur, vous achetez un bâtiment, vous achetez une calibreuse, mais cette calibreuse va peut-être vous endetter, vous n'allez pas l'acheter cash, parce que pour des raisons de trésorerie, vous allez faire ça. Et donc du coup, pourquoi vous allez investir dans votre ferme? Parce que vous savez que si vous déclarez 150 000 euros de bénéfices, l'État va vous prendre plus de la moitié. Donc vous savez que c'est mieux d'investir dans du matériel de ferme que vous allez avoir en valeur sur la ferme et en qualité de travail, plutôt que juste le perdre en impôts. Et donc c'est une boucle un peu fiscale assez vicieuse qui consiste à faire réinvestir l'acteur économique. Et en fait, on s'enferme dans une dette d'investissement en fonctionnant comme ça, à cause des bonnes années. C'est presque contradictoire. C'est-à-dire que parfois, la pire chose qui puisse arriver à un agriculteur, c'est qu'il fasse une année excellente. Surtout sur ce modèle industriel, parce que la probabilité d'avoir une année excellente dans le modèle industriel est beaucoup plus importante que dans un modèle entre deux ou dans le modèle numéro 2 ou dans le modèle numéro 3. Parce que le modèle numéro 2 a beaucoup moins de facteurs à aligner, et on sait qu'on va avoir à peu près 70% de ce qu'on a prévu, mais parfois on va à 80, donc il y a une augmentation de 20. Le modèle industriel, il peut se retrouver à 25 ou à 30 kg une année, et il peut se retrouver à 100 kg l'année d'après. Donc en fait, vous ne faites pas 20% de plus, vous pouvez faire du double au triple, au quadruple, en fonction de la réussite technique. Et c'est vraiment remarquable dans les comptabilités agricoles de ces grosses structures, c'est qu'il y a une très grosse volatilité de la production, mais aussi de la capacité à vendre. Et parfois, vous avez fait une mauvaise production, vous avez bien vendu, et parfois, vous avez fait une très bonne production, vous avez très mal vendu. Donc en fait, voilà, c'est un système de facteurs multiplicateurs qui s'enchaînent, et on peut conclure sur ça, parce que ça imagine bien ce qu'est ce modèle, et la fragilité, la volatilité qu'il représente. Et donc, naturellement, les gens aujourd'hui qui sont dans ces modèles industriels sont des gens qui ont des agriculteurs qui font ça de père en fils ou de famille, ou des grands fonds de pension qui ont énormément de capitaux derrière pour assurer les mauvaises années. Il y a des rois ou des empereurs, pas des empereurs, mais des chefs d'État, des rois. Enfin, on sait que par exemple la couronne d'Angleterre ou la couronne de Monaco possède énormément de terres agricoles en France.
Moi, j'ai entendu dire que le roi du Maroc avait commencé aussi à diversifier un peu en essayant d'acheter quelques fermes en France, parce qu'en fait, c'est des actifs plutôt stables. Pour un peu qu'on leur donne une trésorerie, un fonds de roulement qui leur permet de continuer, sur 10 ou 15 ans de ce genre d'investissement, on récupère, on va dire, à quelque part un peu nos billes. Mais en fait, c'est très volatile. Il faut voir ça sur du très long terme. Et donc, ça veut dire que c'est pas à la portée du petit agriculteur qui s'installe tout seul et qui va se dire allez, je pars à l'aventure, je mets 2 millions sur la table, je fais un modèle industriel et on va voir. Non, les trois quarts du temps, ça se passe très mal et les exploitations font faillite. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ce genre d'exploitation disparaît de plus en plus. C'est parce que seules les grandes familles et les gens qui ont énormément de patrimoine en back-end pour assurer les mauvaises années se retrouvent à pouvoir continuer à faire ce genre d'activité qui, je le répète, vraiment n'est plus rentable d'elle-même. C'est-à-dire que la plupart de ces gens-là, par exemple, l'exemple de la serre hors sol, les producteurs de serre hors sol aujourd'hui sont quasiment tous équipés de cogénération. La cogénération, donc, c'est vous brûlez du gaz pour faire tourner un moteur de locomotive type train de locomotive qui fait tourner une grosse génératrice électrique. Donc grâce à c'est bien parce que au lieu de brûler juste le gaz pour faire de la chaleur, vous brûlez le gaz, vous faites de la chaleur dans le moteur qui a besoin de refroidir, mais en plus vous produisez l'électricité. Donc ça permet de mieux valoriser le gaz. Mais du coup, l'exploitation agricole qui consiste à dire moi je suis producteur de tomates et je gagne ma vie avec des tomates, en fait non. Tu gagnes ta vie aux tomates parce que tu as supprimé une de tes charges principales qui était le chauffage de ta serre, qui comptait quand même pour 10 ou 20% de toutes tes charges. Et tu as transformé ça limite en revenu. Parce qu'il y a des années où ils arrivent à avoir des subventions, où ils arrivent à vendre plus cher l'électricité que ce qu'ils ont acheté le gaz. Et donc du coup, en fait, les revenus de la production d'énergie dans l'équilibre de leurs entreprises est un vase communicant. C'est-à-dire, j'ai fait de l'argent avec l'électricité, je le passe dans l'agriculture. Et il y a des années aussi où parfois, ils perdent de l'argent avec l'électrique, avec la création énergétique, et ils doivent réinjecter dedans pour que ça puisse tenir, parce qu'ils savent que l'un est dépendant de l'autre, enfin bref. Donc du coup, on a des agriculteurs industriels qui ne sont plus que des agriculteurs. Ils sont agriculteurs, créateurs d'énergie, et en fait, c'est là que ça devient un peu bête de se dire l'agriculture est le problème du ministère de l'Agriculture. Non, l'agriculture est le fondament de notre société, c'est tout le monde qui doit se préoccuper de l'agriculture. C'est l'environnement, c'est l'énergie, c'est le climat, c'est l'agriculture évidemment, mais c'est tous les acteurs. Je prends l'exemple de ça parce que c'est le plus criant, mais vous avez aussi énormément d'agriculteurs qui en fait gagnent leur vie du fait de faire du conditionnement, de la logistique et du transport. Je citerai pas de nom, mais par autour de chez moi, il y a des gens qui ont des empires de distribution et des énormes hangars qui sont vus comme des agriculteurs, mais dont en fait la capacité à faire du bénéfice dans ces énormes entreprises agricoles est due au fait qu'ils possèdent aussi des arsenals de capacité de travaux et d'économie d'échelle dans les travaux, dans la logistique, dans la vente et dans tout ça. Et donc qui ont formé des genres de monopole local, même si c'est vraiment pas le mot, mais parce qu'il y a toujours la concurrence internationale, mais ils ont quand même des formes de monopole et de place sur le marché qui fait que tout petit acteur indépendant ne peut pas s'implanter sur le territoire et faire et arriver à jouer un rôle de marché vraiment, à faire descendre les prix ou des choses comme ça. Ce qui explique que vous avez un prix de la tomate sorti de l'exploitation qui coûte à peu près 1,20€, qui a pour promesse de coûter moins d'1€ le kilo, mais qui en réalité coûte 1,20€, 1,40€. Et puis après, vous vous retrouvez avec de la tomate à 3,50€ à la grande surface. C'est parce que ces intermédiaires prennent leur marge et que du coup, la valeur ne ruisselle pas dans les exploitations agricoles parce qu'on n'est pas en direct avec nos producteurs. Donc c'est pour voilà, c'était la partie un peu modèle industriel qui marche sur la tête, et donc moi je considère qu'il a 10 ans 15 ans max s'il n'y a pas de gros problèmes géopolitiques, mais il a 10 ans d'espérance de vie devant lui. Déjà parce que les agriculteurs qui sont aux manettes de ces exploitations-là sont plutôt en fin de carrière. Et parce que ils sont tellement dépendants du contexte géopolitique qui se tend de plus en plus qu'en fait ça va pas durer. L'augmentation du coût de l'énergie, etc., c'est eux qui vont sauter en premier, et c'est dans leur intérêt de faire pivoter leur modèle vers le modèle numéro 2, qui n'est pas en fait un sous-modèle, hein, qui est juste une manière plus résiliente, durable et robuste de faire de l'agriculture, tant et si bien que notre objectif soit pas d'être le cadre de la filière en ayant des gros rendements et en se disant moi je fais 80 kg du mètre carré, mais juste en se disant mon objectif c'est de vivre sur ma terre et d'être heureux, point. C'est pas une histoire d'ego, c'est une histoire juste de se dire voilà, moi je veux être en accord avec mon temps, avec le fait que l'environnement le dégomme, alors du coup brûler du gaz pour faire de la tomate et avoir ce ratio, comme vous le savez, je l'ai dit dans l'épisode numéro 1 et dans l'épisode numéro 2,
Mais on a un ratio de production de calories alimentaires versus calories énergétiques consommées de 1 pour 10. De 10 pour 1. Donc c'est-à-dire qu'on brûle 10 calories d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon compris, pour produire 1 calorie alimentaire. C'est pas possible en fait. On peut pas continuer à bouffer l'énergie du passé pour se nourrir aujourd'hui et se dire que ça va bien se passer. Un jour, on va se dire merde, notre modèle agricole n'est pas capable de lui-même de produire de l'alimentation pour nous nourrir. On est obligé d'avoir du fossile pour que ça nous nourrisse. Si l'industrie agricole prend le pétrole pour nous nourrir, ça ne sera pas dans nos voitures, ça ne sera pas dans nos industries, ça ne sera pas dans nos loisirs, ça ne sera pas dans tout ça. Donc, il y a un vrai problème avec ce modèle agricole qui consomme des énergies non renouvelables. Pardon. Il y a un vrai problème avec ce modèle agricole qui consomme des énergies non renouvelables et qui, dans le but de nous nourrir, et qui le fait dans des proportions de 10 pour 1. Le modèle entre deux a des investissements limités, donc à la limite on va basculer directement sur le modèle numéro 3 pour que vous compreniez les exacts opposés. Le modèle numéro 3, c'est souvent celui que je vais appeler celui du jardinier ou du permaculteur. C'est ces gens qui dans les années 2000-2020 se sont installés avec des modèles très peu économiques et très peu performants d'un point de vue technique. Et la philosophie de l'installation, c'est très important de le comprendre parce qu'on ne manage pas ou on ne gère pas une filière agricole qui agit comme la modèle numéro 1 comme celle qu'on agit dans la modèle numéro 3. La modèle numéro 1 a pour objectif spéculatif, j'investis beaucoup, je gagne beaucoup. Le modèle numéro 3, c'est tout l'inverse. C'est j'investis au minimum dans l'objectif de gagner pas beaucoup mais juste assez. Et donc les choix techniques et les choix d'investissement sur la ferme sont radicalement différents. Mais à remarquer que dans le modèle numéro 3, ce qui est au cœur du modèle, c'est le bien-être de l'agriculteur. L'agriculteur, s'il fait ça, c'est parce qu'il ne veut pas se surendetter, il ne veut pas avoir la pression financière, il veut être indépendant, il veut être en circuit court, il veut prendre soin des gens autour de lui. Il ne veut pas être le cador du gars qui va brasser des millions, qui va gérer 50 salariés, qui va avoir plein de problèmes de stress, de pression, qui, de manière tout à fait injuste, va se retrouver à avoir 20, 30, 40% de productivité en moins sur son outil de travail parce qu'une loi est passée d'on ne sait où. Donc du coup, l'agriculteur qui s'installe... Et d'ailleurs, aussi, pourquoi le modèle numéro 3 a eu une recrudescence dans les années 2010-2020, et encore aujourd'hui, c'est parce que les gens qui veulent retourner à l'agriculture, mais qui sont NIMA, donc non issus du milieu agricole, n'ont pas l'argent, n'ont pas une exploitation hors sol, industrielle, ou même un entre-deux, ça vaut plusieurs millions d'euros dans les 3 premières années de projet. Et vous vous rémunérez pas avec ça, parce qu'il faut acheter des infrastructures, il faut faire des erreurs, il faut renourrir le sol, l'agriculture demande une dizaine d'années avant de comprendre à peu près ce que l'on arrive à faire sur un terrain. Même quelqu'un de compétent qui arrive sur un terrain qu'il connaît, les 5 premières années, il va faire des conneries, plein. Donc il va perdre 20, 30, 40% de ce qu'il aurait pu arriver à faire de point de vue technique, sans compter les difficultés de valorisation. Donc en fait, quand on veut réinstaller un jeune, il faut bien sûr lui acheter tracteur, serre et tous les outils nécessaires, mais il faut aussi lui payer les 4-5 années d'apprentissage pour qu'il devienne bon dans ce qu'il fait. Et ça, du coup, ça a un prix. Le travail des gens a un prix. Et souvent, les jeunes agriculteurs qui s'installent ne l'ont pas. Mais la manière la plus résiliente d'y arriver et de persister, c'est de faire ça. J'investis au minimum, mon temps est gratuit. Et donc, du coup, je vais arriver à tenir 3, 4, 5 années le temps d'apprendre. Et si j'ai de la chance, j'aurai construit à ce moment-là un marché assez important. Mais ça, c'est très important à comprendre. Un agriculteur qui s'installe dans ce modèle-là doit passer minimum, au début surtout, 60 à 70% de son temps à créer un modèle de commercialisation qui soit rentable. C'est-à-dire qu'il va y passer beaucoup de temps, mais par contre, il va super bien vendre le peu de production qu'il aura. Parce qu'un truc de sûr, c'est qu'il n'aura pas beaucoup de production, il n'aura pas d'effet d'économie d'échelle. Donc lui, ce monsieur-là, il va devoir vendre son kilo de tomates, il va falloir qu'il le vende à 2-3 euros minimum le kilo. Parce que sinon, il s'en sortira pas. Parce qu'il va pas produire beaucoup et qu'il va avoir, par exemple, rien que les charges de son terrain, les charges en eau, la facture d'électricité. Parfois, vous avez des impôts ou des cotisations à des organismes parce que vous vendez des fruits et légumes et qu'il y a ça s'appelle Interfel. Si vous vendez des fruits et légumes frais, vous devez payer un impôt. Toutes ces choses-là vont être catastrophiques pour lui par rapport à son chiffre d'affaires total. Il va faire un chiffre d'affaires total de 50 000, 60 000 euros par an, dont dans ce chiffre d'affaires, il y a son salaire. Donc du coup, parce que vous avez un forfait, on n'est pas de la partie économique, mais en gros, dans ce modèle-là, vous ne pouvez pas vous déclarer à l'impôt des sociétés au réel, vous devez être dans une formule micro-BA, et donc du coup, ça plafonne votre activité à peu près 100 000 euros. C'est un peu en dessous, mais en fait, ça va augmenter les années à venir aux alentours des 100 000 euros, par associé par exploitation.
Donc du coup, si vous devez vous verser 30 000 euros pour vivre, il vous reste 60 000 euros, 60-70 000 euros de charges pour votre entreprise. Vous faites vraiment pas grand-chose chaque année avec 60 000 euros. Donc là aussi, on a un vrai problème fiscal qui permet l'essor de l'agriculture parce qu'en fait, vous coincez les agriculteurs, les jeunes agriculteurs à s'installer d'une manière fragile. Ils vont devoir rester petits. Et s'ils veulent passer au cap d'après, ils doivent avoir un investissement de plusieurs millions d'euros pour passer au réel, embaucher des gens, et ça devient tout de suite, du coup, une agriculture qui va être emprisonnée par le surendettement, etc., etc. Sauf si c'est porté de manière collective. D'où le sujet de la prochaine vidéo qui sera sur la CEPA, porter l'agriculture de manière collective et participative. C'est le petit spoiler. Et donc voilà, donc vous l'aurez compris, le modèle numéro 3 est plus dangereux puisque vous investissez moins, donc la moindre vent, la moindre grêle, le moindre pluie peut vous faire perdre énormément de production, donc vous allez avoir un prix, si tout se passe bien, vous avez un prix de production au kilo qui est bas, mais en fait jamais tout se passe bien parce que vos produits sont constamment sous l'intempérie. Et donc vous avez un coût de production qui est aux alentours de 1,50 €, 2 €, et vous êtes obligé de vendre au moins à 3 € pour vous en sortir. Chose importante à préciser, le modèle numéro 3, malheureusement, c'est pour ça qu'il doit passer 60-70% de son temps à créer un système de commercialisation qui est solide. Parce que, en fait, si vous allez dans un système de commercialisation traditionnel, la qualité de vos produits sera moindre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en extérieur, donc ils seront piqués, ils seront tachés, la qualité du produit récolté sera moins belle que celui qui est dans le modèle numéro 2 ou le modèle numéro 3. Donc votre capacité à vendre à des magasins, à des revendeurs, ou d'avoir un peu du volume de vente est inexistante. Vous ne pouvez vendre que directement au consommateur qui, lui, est déjà engagé et prêt à payer le même prix une tomate parce qu'elle est bio, locale, etc., mais à qualité moindre. Et parfois à goût moindre aussi, parce qu'il ne faut pas croire, souvent c'est le cas. À goût moindre, voire même Enfin, je connais des gens qui vendent des pommes qui sont véreuses, 3,50 € le kilo, alors que toute l'industrie agricole, même les gens qui sont dans le modèle 2, les mettent pour le jus ou la compote, ces pommes. Il ne serait même pas question de les proposer aux clients. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et en fait, c'est un peu le problème de ce modèle, c'est que vous n'arriverez jamais à vous faire agrandir et à vous faire une place comme il faut, parce que la qualité que vous allez pouvoir proposer de vos produits sera toujours moindre. Elles sont toujours piquées, véreuses, même si c'est en bio, etc. Vous n'avez pas la capacité de pouvoir protéger vos cultures si vous n'investissez pas un tout petit peu dans les systèmes de protection de culture. Et donc, à terme, ça sera un problème. Vous pouvez commencer les 2-3 premières années et en construisant, en prenant le temps, parce que c'est ça aussi qui est important à comprendre. Si les 2-3 premières années de votre installation, vous passez 60 à 70% de votre temps à créer, à créer une AMAP, ou à créer un groupement d'achat, ou à créer un collectif d'humains qui est prêt à se mettre autour d'un projet agricole, il est logique que vous voulez investir le moins de temps possible, le moins d'argent possible dans la culture de fruits et légumes. Mais à un moment, ça va être problématique. Si votre AMAP ou votre groupement d'achat augmente, ou si votre magasin de producteurs que vous avez créé augmente, vous allez devoir donner en quantité, et la quantité ne sera garantie que par une protection de vos cultures. Et une quantité, une qualité sera garantie que par une protection de vos cultures. Donc vous allez progressivement glisser vers le modèle numéro 2, qui pour moi est le bon modèle, un équilibre entre les deux extrêmes. Vous protégez un peu, donc oui, ça veut dire acheter des bâches plastiques, oui, ça veut dire faire quelques traitements de temps en temps, si possible, de ce qu'on appelle des biocontrôles, c'est-à-dire des traitements qui ne sont pas à base de molécules chimiques, mais plutôt à base d'huile essentielle ou de choses assez naturelles, ou c'est difficile de dire naturel, parce qu'en fait vous avez des huiles essentielles qui sont extrêmement violentes pour les organismes et pour la biodiversité, mais disons qu'il y a deux classements de produits phyto, le produit toxique chimique créé en laboratoire et le produit d'extrait de plantes et naturel, qui est pensé et vu comme étant moins grave. Ce qui, je rappelle, n'est pas forcément toujours le cas. Il est peut-être préférable parfois de faire une fois une molécule chimique de synthèse bien comme il faut et de ne plus en faire de toute l'année, plutôt que de passer une dizaine de biocontrôles parce que vous êtes obligé de passer toutes les semaines. Et c'est parfois ce qui se passe. Donc voilà, modèle numéro 2, modèle équilibré qui vous permet à la fois de respecter votre champ et votre sol parce que vous arrivez à produire de la quantité en production, et aussi parce que vous sécurisez, donc vous vous dites mon objectif est d'arriver à 25-30 kg du mètre carré, chaque année je veux arriver à cet objectif, donc je vais planter pour arriver à aller à un résultat, admettons, de 40 ou de 50 kg du mètre carré. Mais ça peut être moins, attention, hein. Si votre objectif c'est de dire tous les ans je dois avoir 10 kg du mètre carré parce que je peux vendre tant de tonnes et j'ai planté tant de mètres carrés.
Donc du coup, je veux 10 kilos du mètre carré. Surdoser un peu plus le truc parce que c'est mieux d'en avoir un peu trop, d'en jeter ou d'en faire des coulis de tomates ou de faire de la transformation plutôt que d'en manquer. Et d'être obligé parfois de racheter un collègue pour machin et tout, ça peut vraiment contrarier les clients, même si vous êtes transparent avec eux, de dire ah ben on n'a pas eu assez de récolte cette année, du coup on a acheté un copain pour revendre. En fait, ça tue votre ADN d'agriculteur de faire ce genre de choses, donc c'est quelque chose à limiter, même si parfois c'est quelque chose de nécessaire à faire, si votre clientèle est ok avec ça, pour continuer à satisfaire votre clientèle et qu'elle n'aille pas ailleurs. En déclarant tout ça, hein. J'insiste, si vous jouez le jeu avec la transparence avec les clients, ils vous en voudront jamais. Si un jour la rumeur commence à dire que vous êtes un acheteur ou vendeur au lieu d'être un agriculteur, c'est très dur pour vous. Vous avez vraiment, surtout si vous avez construit un noyau de gens très solides autour de vous qui vous font confiance, ils vont se sentir trahis. Donc voilà, visez le milieu, visez des rendements moyens. Certaines années vous allez avoir des meilleurs rendements, tant mieux. D'autres années vous allez en avoir moins, mais ça sera viable. Et aussi accepter de perdre une culture. Voilà, donc c'est pareil dans l'architecture de la ferme, ça, on pourra voir ça dans un autre chapitre que je vais me noter tout de suite. Tac. Dans le design, c'était le mot à la mode à une époque, design. Dans le design de la ferme, il y a tout un tas de choses à faire pour éviter que vous perdiez toutes vos tomates en une seule attaque de ravageurs que vous n'aurez pas vu venir. Voilà. J'avance un peu parce que la vidéo commence à être déjà un peu longue, même si c'est une vidéo au format un peu particulière parce qu'elle est un peu en format vulgarisation. Ça c'est bien quand même qu'elle soit pas trop longue. Donc il y a un équilibre à avoir. Voilà, on a fini le contexte dans lequel nous sommes dans l'agriculture et le monde agricole dans lequel on vit et ce qu'il en découle aujourd'hui. Le contexte est un juste équilibre entre le surindustriel qui a des coûts élevés et des risques de surendettement et le fait de sous-investir et d'être mené aux 80 et d'avoir du coup une irrégularité dans la production et une perte de clientèle et donc in fine un modèle économique qui ne fonctionne pas. Quand on sous-investit aussi, ça donne énormément plus de travail à l'agriculteur. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Je citerai pas de nom, mais je connais une éleveuse qui s'est installée en poule. Mais elle avait peu de moyens, comme les trois quarts des éleveurs, donc tout ça n'est pas une critique, mais une observation. Elle a fait 3 lots de poules pondeuses qu'elle relayait et qu'elle faisait. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas forcément l'argent pour poser une clôture fixe et solide pour empêcher ses poules d'aller ailleurs, etc. Donc elle a mis un peu des filets et des choses qu'elle arrivait à bricoler parce qu'elle n'avait pas assez d'argent à son installation. Elle passait une énorme partie de ses journées à aller chercher les poules qui sont allées dans un lot à un autre, ne respectant évidemment pas les normes sanitaires, donc heureusement que les gens du sanitaire s'en sont pas aperçus. Mais en fait, les lots se mélangeaient, les poules étaient mélangées, et en fait tout ça lui passait énormément de temps parce que c'était des risques sanitaires et c'était aussi des risques de se mélanger de poules, etc. Donc du coup, elle passait sa vie à aller chercher ses poules à l'extérieur, et en plus, les attaques de renards ou de faucons étaient bien plus régulières parce que le système tel qu'elle a construit était sous-investi, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Une fois de plus, c'est pas un reproche, c'est un constat. Elle passait vraiment, littéralement, un quart de ses journées à courir après ses poules. Alors qu'on est d'accord pour dire qu'elle aurait mieux fait... Enfin, elle aurait mieux utilisé son temps. Après, est-ce qu'elle aurait mieux fait de faire moins de poules, mais de faire du vrai grillage pour sécuriser un peu le peu de poules qu'elle avait et pas passer son temps? Ça, c'est un autre débat. On n'est jamais à la place des gens pour comprendre les choix qu'ils font. C'est pour ça que je fais ce contenu-là aussi. C'est parce que je vais faire des choix et je veux que les gens les comprennent et qu'ils puissent ensuite, qu'on puisse ensemble tirer des conclusions sur est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, et pas faire des discussions hâtives de genre ah ouais non mais moi j'ai parlé avec lui et je sais pourquoi il a mal fait. Non, parce que t'étais pas avec lui le jour où il a pris les décisions. Donc c'est très difficile de juger, mais en tout cas, l'observation que j'en ai, c'est si vous sous-investissez, vous perdez votre temps sur la technique. Il faut investir de manière à ne pas perdre de temps. Et ça, quand vous êtes jeune agriculteur, j'ai un autre exemple à vous donner. Dans ma famille, on avait des tunnels à un moment. Et en fait, quand vous faites un tunnel maraîcher, le bord du tunnel maraîcher a des arceaux. Donc en fait, un tunnel, c'est des arceaux les uns derrière les autres, hein, comme on peut le voir sur cette photo. Voilà, vous avez des arceaux ici. Et ensuite, vous tirez des fils et vous mettez une bâche par-dessus. Le dernier arceau, il y a la porte qui pèse dessus, donc le dernier arceau est beaucoup plus lourd. Si vous renforcez pas les 3 derniers arceaux en les fixant ensemble et même en mettant des morceaux de bois ou des blocs de parpaing pour éviter que la porte s'enfonce, la porte va finir par s'enfoncer et vous allez passer vos matinées à curer la terre devant les portes pour les ouvrir. Et mon père me disait, une des choses qu'on a appris, parce que c'était une des premières fois qu'il faisait ça, c'est qu'il faut renforcer le bout des tunnels. Et quand vous passez une semaine, 2 ou 3 heures toutes les semaines à devoir enlever la terre qui s'est remis devant vos portes à chaque coup de pluie parce que vous avez mal mis vos entrées de serre,
ça, plus ça, plus ça, votre tuyau d'irrigation qui est mal enterré, que vous avez accroché avec votre tracteur, ou juste que vous avez roulé dessus plusieurs fois avec le tracteur, il a fini par percer. Votre système de programmation d'irrigation qui fonctionne avec des piles, et les piles elles sont pas renouvelées chaque année. Tous ces petits facteurs-là font qu'en fait, vous allez passer votre vie à courir après les problèmes et vous ne serez jamais concentré sur les choses qui comptent. Et vous allez vous faire doubler par des... Typiquement, vous êtes la tête dans le guidon, vous avez que des merdes à récupérer parce que y a plein de problèmes comme ça dans votre exploitation. La réactivité quant à la gestion des ravageurs ou des maladies, c'est le facteur le plus important pour maîtriser et contrôler la sanitaire de vos cultures. La réactivité, c'est-à-dire que tous les jours, vous devez perdre votre temps à aller vérifier que les maladies n'arrivent pas. C'est pas une perte de temps, c'est un gain énorme en phytosanitaire, en rentabilité, etc. Si vous êtes sous l'eau et que vous n'avez pas le temps de le faire parce que vous avez plein de problèmes de partout, vous aurez en plus de ça des problèmes phytosanitaires, des problèmes de rendement, et c'est une boucle infernale qui fait que vous êtes paumé. Gardez de l'ordre, de l'organisation et de la régularité sur ces sujets-là, c'est primordial. D'où l'intérêt d'investir pour carrer les choses et pour se dire, bon, la pluie, ça, j'ai pas besoin de m'en préoccuper parce que j'ai un tunnel. Le vent, la grêle, pareil. Donc, j'ai moins ce problème que si je plantais du plein champ. Et je peux aussi moins avoir peur d'investir dans mes cultures parce que je vais pas la perdre. Un gars qui plante de la tomate plein champ, à chaque fois, il se pose la question de se dire, là, je viens d'investir 1000 € en plan pour mes tomates. Si demain, il grêle, c'est fini. J'ai 1000 € de perdu, sans compter les coûts de plantation. Pardon. Et croyez-moi, c'est pour l'esprit, c'est difficile à tenir pour un agriculteur d'être toujours avec une épée de Damoclès du climat sur la tête. Donc s'en prémunir, c'est aussi dormir mieux et c'est aussi avoir une paix par rapport à son travail qui est meilleure. L'équilibre, donc du coup, est à trouver pour tout ça. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, là c'était aussi une autre hypothèse. L'objectif est d'avoir un modèle équilibré. Là, on voit bien les arceaux du tunnel pour protéger des intempéries et prendre beaucoup. Sur cette image, vous le voyez, la part de temps, de la part de vente et la part de production tient à la même place sur l'image. C'est important quand vous êtes jeune installé, passez, surtout sur un modèle 3 ou un modèle 2, passez la majorité de votre temps à faire un réseau et à parler de vous pour qu'on apprenne à vous connaître. Parce qu'il faut que vous ayez de nouveaux clients en permanence, parce que vous allez en perdre. Et en permanence. C'est vraiment, je n'insisterai jamais assez là-dessus. C'est le même problème que les associations, on ne communique pas assez sur ce que l'on fait, et du coup on perd des adhérents, on perd des clients, et on finit par fermer, parce qu'en fait on a oublié de dire aux gens que l'on existe, alors que de l'autre côté, les grandes surfaces et tous les gens avec qui on est en concurrence sur le marché passent leur vie à communiquer, parce qu'ils savent que c'est le nerf de la guerre, et ils ont les moyens pour ça. Donc communiquons, faisons du réseau, faisons du lien social, c'est l'arme que l'on a, nous, petits producteurs, pour continuer à exister dans l'environnement économique. On va passer au plan d'action. Alors très rapidement, tout ce que je vais dire à partir de là est plus que des hypothèses et plus que c'est plus un cas d'exemple, parce qu'il n'est pas sûr du tout que je puisse parvenir à m'installer dans le cadre familial, mais si ça doit se faire dans le cadre familial, nous avons une exploitation, ma famille a une exploitation sur laquelle j'ai travaillé, auquel j'ai déjà participé, et sur cette exploitation, depuis que j'en suis parti, l'activité des cultures d'arbres ont été arrachées parce que elles étaient vieilles déjà et donc on a dû les renouveler, mais en plus je suis parti, donc du coup il n'y avait plus autant de main d'œuvre pour s'en occuper. Et la parcelle rouge sont les parcelles qui pourront être utilisées pour l'expérimentation et mon installation, et notamment cette parcelle ici, et avec ce petit triangle que vous retrouvez ici, qui est la partie accueil du public, économie participative, point de vente à la ferme, etc. etc. Quand vous devez passer énormément de temps à faire de la vente dans votre activité, faites en sorte que ce soit proche de votre ferme, parce que si c'est pas proche de votre ferme, vous allez passer les 3/4 de votre temps ailleurs. Et par exemple, si vous travaillez à deux ou si vous embauchez un salarié à un moment, vous ne pouvez pas à la fois aider le salarié, le guider, lui apprendre le métier et être à 1 ou 2 km d'ici à vous occuper d'un magasin de producteur. C'est beaucoup trop difficile. Si vous n'avez pas le choix, faites-le. C'est mieux que de vous maquer avec une grande surface qui ne va pas vous respecter. Mais dans l'idéal, essayez, quand vous êtes sur un projet agricole et que vous le construisez, d'avoir un passage, une route passante, de pouvoir vous assurer que vous pouvez poser un petit container ou une petite guitoune ou une petite serre pour faire une AMAP, pour faire un petit marché le soir, et arriver à vendre sur votre terrain et que les gens soient prêts à venir sur votre terrain pour acheter des légumes. Les légumes, les fruits, les œufs, peu importe votre production. Ça vous empêche pas de faire un marché en plus de ça, mais c'est mieux d'avoir un marché et ça plutôt que d'avoir 4 marchés. C'est ça que je veux dire.
Et donc vous le voyez, enfin vous le voyez pas parce que je vais vous l'expliquer, donc vous avez un code couleur avec la manière dont c'est placé. En fait ici j'ai une imprimante 3D, je suis un peu un geek aussi, donc j'ai fait en imprimante 3D des petits tunnels, des petits carrés de parcelles plein champ, des haies et des bitunnels et vous voyez ici en orange des petits poulaillers mobiles. J'ai imprimé bien sûr au format géoportail la dimension de ma parcelle de manière à pouvoir placer les petits trucs et réfléchir au maximum au design. J'ai fait une quinzaine de designs. Celui qui a retenu le plus mon intérêt, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est pile poil entre praticité cette partie-là. Après, il y a tout le reste de l'exploitation en rouge qui sera vraiment plus dédié à la production pure. Mais cette partie-là, c'est communication avec le public, expérimentation et production alternative. Donc ça doit être organisé de manière large et spacieuse et ça doit être beau et on va y mettre des essences. Peut-être que les haies d'arbres que vous voyez en violet ne sont pas forcément des arbres fruitiers, c'est aussi des arbres d'ornement pour que ce soit joli, pour qu'il y ait aussi peut-être une genre de conservation d'ADN et que certaines plantes puissent être plantées pour que on puisse dire bon ben là il y a une ressource de cet arbre là dans ce territoire là et donc voilà faire de la sauvegarde génétique de vieilles variétés, des choses comme ça. La partie en jaune, c'est toute la partie accueil du public avec le bitunnel qui servira de stockage et aussi d'accueil pour le public pour conférences, réunions, formations et la CEPA, distribution alimentaire, AMAP et compagnie. Les tunnels en vert sont des tunnels maraîchers, donc ce tunnel maraîcher, orientation des tunnels maraîchers, si vous l'orientez est-ouest, donc le nord est ici, le sud est là, donc si vous orientez vos tunnels est-ouest, vous allez avoir un effet chaleur sur un côté du tunnel plus important et ce qu'on appelle dans le sud un cagnard. Surtout là en haut, moi j'ai des haies de cyprès. Et en fait, vous allez protéger du vent et vous allez avoir un effet cagnard. Un effet cagnard, en gros, c'est vous avez un microclimat sur votre parcelle qui va capter la chaleur et qui va capter le rayonnement solaire. Le but de ce tunnel, c'est d'avoir de la précocité naturelle sans chauffer le tunnel. Donc ce tunnel va avoir un mois, 2, 3 semaines de précocité par rapport au reste. Donc les premières cultures seront plantées là et ensuite on les plantera ailleurs. Ensuite, valoriser un très grand tunnel qui sera sûrement coupé en deux, parce qu'en fait, un tunnel, ça aussi, règle importante, un tunnel doit jamais faire plus de 80 mètres de long, parce que sinon on a un effet au milieu du tunnel. En fait, de chaque côté du tunnel, il y a les effets de la porte, donc c'est-à-dire que si en plein été, vous ouvrez les portes, vous allez avoir une ventilation qui se fait, mais à partir de 30-40 mètres à l'intérieur des portes, vous avez moins cet effet ventilation, donc vous allez avoir un double climat, un climat d'intérieur de serre, un climat d'extérieur de serre qui n'est pas forcément souhaitable si vous faites des raies droites tout le long de la serre. Par exemple, moi dans mes tunnels, j'ai compte faire 4 raies par exemple et me dire la raie du milieu c'est une tomate, la raie d'un côté c'est un concombre, après je vais faire aubergine et poivron de chaque côté du tunnel parce que ça supporte un peu mieux l'humidité que les deux précédentes et que contre les bâches il y a plus souvent l'humidité. Et je vais tirer la ligne jusqu'au bout parce que si je fais une plante ci, une plante ça, une plante ci, d'un point de vue du travail c'est pas possible. Donc je vais fonctionner comme ça, donc il me faut une homogénéité dans mon climat de serre. Donc jamais plus de 80-60 mètres de long sur un tunnel. Encore pire si le terrain est penché, c'est pas mon cas, mais si le terrain est penché, l'hétérogénéité du tunnel est plus importante, donc raccourcissez encore un peu plus au tunnel. Et par rapport à ce que dit Fortier, qui est donc quelqu'un qui fait du maraîchage au Canada et qui a beaucoup travaillé le design de ferme, la taille idéale pour ne pas saper le moral des gens qui travaillent sur la ferme associés comme ouvriers, c'est 20 mètres de long. Donc c'est parce que vous arrivez au bout de l'arrêt, vous avez un sentiment de satisfaction d'être arrivé au bout de l'arrêt, vous rentrez dans l'arrêt. Alors que si vous avez une arrêt qui fait, moi je connais des raies de pommes qui font 1 km, 1 km et demi par chez moi, vous passez la journée dans la même raie, c'est extrêmement déprimant en termes de satisfaction de travail. Donc voilà. Et puis même quand vous êtes avec le tracteur pour aller chercher la production qui est au milieu de l'arrêt, vous êtes obligé de taper une marche arrière du tonnerre pendant de plombes, donc c'est pas forcément optimal, c'est mieux de découper ces endroits-là. Pareil dans un tunnel, si vous devez sortir la production du milieu et que vous n'avez pas prévu une porte au milieu si le tunnel est trop long, vous allez passer beaucoup de temps à marcher ou à pousser une brouette, et c'est pas l'idéal d'un point de vue design. Donc un long tunnel mais qui sera sûrement ouvert au milieu. Un petit tunnel ici pour pareil, je pense que le cycle de plantation sera dans celui-là en précocité et après dans celui-là. Et 3 tunnels. Alors très important, pourquoi ces 3 tunnels? Ces 3 tunnels sont placés parce qu'ils sont identiques. Ils sont identiques et ils se font de l'ombre de la même manière. En tout cas, ils seront calculés pour faire de l'ombre de la même manière, orientés de la même manière dans un objectif expérimental et dans un objectif d'essayer différentes modalités sur un même tunnel et sur une même fonction. C'est bien pour ça aussi que j'ai rajouté un bitunnel équivalent à équidistance de celui-ci parce que votre tunnel côté ouest aura le soleil en début de journée
en fin de journée, pardon, et donc conservera une chaleur et aura également une précocité de quelques semaines par rapport à vos autres tunnels. Donc j'ai voulu casser cet effet-là en mettant les bitunnels alignés, la partie accueil alignée à tout ça. Donc pour ma part, j'avais un souci par rapport à l'expérimentation au sein de l'exploitation qui fait que j'ai essayé de répliquer à chaque fois les mêmes choses. Mais si vous avez un peu d'hétérogénéité, il suffit de le savoir ou d'en être conscient et ensuite adapter vos plantations et vos cultures dans vos tunnels en fonction de ça. Il y a des cultures comme le concombre ou l'aubergine qui craignent un peu moins l'humidité. Pas exactement le même raisonnement pour mes parcelles plein champ. Pardon. Parcelles plein champ. Les deux sont bordés de 2 et du côté ouest pour justement avoir les mêmes effets. Pardon. Et pouvoir comparer d'une parcelle à l'autre si on fait des modalités équivalentes. Les poulaillers mobiles sont placés là, mais en fait ils auront l'opportunité de parcourir tous les tunnels comme on l'a vu dans l'épisode du jour 4. Et ensuite les haies d'arbres sont là pour permettre en période estivale, vu que les poules ne sont pas dans les tunnels puisque les tunnels sont cultivés, de mettre les poules sous les arbres de manière à ce qu'elles puissent avoir un abri, parce qu'une poule qui se retrouve en plein soleil, elle n'est pas heureuse. Et puis en plus elle se fait peut-être attaquer par les oiseaux. Et donc en fait vous allez devoir avoir des parcours de poules qui sont abrités d'un filet pour protéger des attaques de rapaces ou d'attaques même tout court. Et si vous tendez des filets anti-grêle, donc je sais pas si vous connaissez, je peux peut-être vous essayer de vous trouver une photo là en direct. Voilà, un filet anti-grêle c'est ça, et donc du coup vous voyez bien l'intérêt, c'est-à-dire que vous fermez les deux bords, parce que là c'est pas le cas parce que c'est pas une volière, mais vous fermez les deux bords, vous avez à la fois une culture et un pâturage de poules sécurisé, et aussi une protection, parce que là c'est juste un filet anti-grêle, mais si vous fermez les bords, vous pouvez avoir un effet sur les ravageurs, notamment tout ce qui est chenilles et papillons, et mouches qui peuvent avoir un effet, donc vous allez protéger avec le pâturage de vos poules la pression de la drosophile, du carpeau ou d'autres animaux. Pour la pêche, vous avez aussi le pince-oreille, qui est un ravageur embêtant. Donc vous allez pouvoir, les pince-oreilles tombent souvent par terre et remontent à l'arbre. Si vous avez les poules en bas et qu'elles ont comme éducation, entre parenthèses, d'aller chasser les auxiliaires, et ben du coup, pardon, pas les auxiliaires, mais les ravageurs, du coup, elles vous aideront à la régulation. Donc du coup, voilà pourquoi je mets des arbres et des cultures dans des endroits où j'ai pas de tunnel, parce que ça me crée un microclimat, de la biodiversité et un abri pour les poules, parce qu'elles peuvent se mettre à l'ombre. Donc voilà, après la partie accueil, parking, c'est important si on veut faire de la formation, de l'accueil du public, etc. C'est comme ça. Je rappelle et je le redis, c'est un plan sur la comète. Pour l'instant, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir parvenir à m'installer dans le cadre familial, mais même si je m'installe hors cadre familial grâce à un collectif que j'arrive à réunir autour de la CEPA, ça sera dans ce genre de configuration et avec cet esprit-là, à la fois d'expérimentation et de production. En sachant que l'expérimentation ne veut pas dire perte de production. Même parfois, l'expérimentation peut justifier on peut bénéficier de subventions parce que dans l'expérimentation, par exemple, c'est assez rigolo d'y penser, mais quand je vais mettre mes poules dans mon tunnel maraîcher et que je veux voir combien de vers de terre mes poules vont manger, ou est-ce que mes poules vont nuire au développement de vers de terre dans mon sol vivant, et que je veux quantifier la quantité qu'elles nuisent en fonction de la densité de poules que je mets, je vais devoir faire des comptages. Donc je vais devoir plusieurs fois par semaine prendre un carré de terre, le mettre dans une benne et ensuite tamiser tout ça et essayer de voir le nombre de vers de terre que j'en retire, et essayer de faire ça de manière la plus précautionneuse et identique possible pour que le comptage soit effectif. Et ça, du coup, ça va justifier de demander une subvention pour embaucher un stagiaire qui va nous aider à créer ce genre de choses. Donc en fait, dans des cultures où vous faites de l'expérimentation, bizarrement, vous y passez beaucoup plus de soins et beaucoup plus de temps. Donc parfois, si le but de l'expérimentation n'est pas forcément de toucher de la rentabilité de la production, comme c'est le cas là, vu qu'on est sur la qualité et la quantité du sol et non pas sur essayer des variétés bizarres qui pourraient être plus ou moins bonnes, à ce moment-là, vous ne perdez pas forcément la production, voire même vous êtes plus précautionneux, vous êtes en capacité de plus investir dans vos cultures pour les protéger, parce qu'il y a aussi un intérêt d'investissement. Donc du coup voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est expérimental que je compte pas produire et nourrir les gens qui vont adhérer à la CEPA, et les gens qui vont adhérer à la CEPA seront, je suis convaincu, fiers de participer à l'expérimentation, de comprendre et d'être au cœur de ça et d'être acteur de ça, et de pouvoir aussi bénéficier de la rente en quelque part en fruits et légumes qu'ils auront par la participation à cette entreprise.
Trois stratégies, la vidéo est déjà longue, je vous laisse les visuels parce que j'ai pas envie qu'elle dure 1 heure, déjà qu'elle va durer 1 heure. En gros, trois stratégies possibles concernant le maraîchage sur sol vivant et la fertilité du sol en MSV. Une stratégie agressive avec très gros apport de matière organique, on mélange un peu le sol, risque de fin d'azote, mais on laisse pâturer les poules et on voit si elles arrivent à diminuer. Donc en fait, apport de matière organique avant, on va dire au printemps. On brûle ça, on fait un genre d'engrais vert de légumineuses pour qu'il y ait une genre de vie du sol qui s'y installe. Début d'automne, on rentre les poules dans le tunnel qui font des fientes et qui détruisent le couvert et qui acidifient et qui enrichissent en azote le couvert pour activer la minéralisation dans l'objectif que 1 an plus tard, au printemps d'après, ce soit cultivable. Ça c'est la partie agressive parce qu'on met un énorme mulch que l'on incorpore en plus, donc on est sûr d'avoir une fin d'azote et on booste un peu, on essaye de booster l'activité et de diminuer le temps de fin d'azote par l'activité de pâturage des poules. C'est la chose qui me plaît le plus parce que d'un point de vue rentabilité économique, c'est l'idéal. Vous êtes un jeune, vous installez, vous partez pas sur maraîchage et poules d'un coup, vous faites que poules. Vous consacrez tout votre temps à développer votre circuit de commercialisation. Vous faites, s'il le faut, avec vos adhérents, vous expliquez pour l'instant, je m'associe avec un autre maraîcher et on fait une genre d'AMAP à deux dans l'objectif que petit à petit, l'autre maraîcher, on s'entende sur les types de cultures et qu'il fasse de moins en moins de choses dans notre collectif. Et donc, arriver à faire une transition comme ça où vraiment quand vous vous installez, je le répète, passez du temps à la commercialisation parce que c'est le nerf de la guerre. Sinon, un modèle plus équilibré, avec un peu moins de matière organique, pas d'enfouissement, donc moins de fin d'azote, une capacité à prendre peut-être une culture maraîchère, notamment de légumineuses dès la première année, et s'il le faut, rajouter un peu d'engrais conventionnel ou bio pour venir pallier la fin d'azote ou pour venir biberonner particulièrement la plante, notamment avec un système d'irrigation qui serait à tuteur directement sur la motte ou sur le pied du plant et pas sur la globalité du sol. Voilà, c'est une des hypothèses, donc je vous laisse lire tout en détail parce que vraiment ça prendrait 1 heure entière à vous expliquer le détail de tout. Et pour revenir sur ce plan-là aussi, voilà, donc vous voyez les potentiels dans le cycle entre maraîchage et sol vivant et poules. Il y a 2 zones que j'ai identifiées comme étant le moment d'apporter la matière organique, c'est après plantation en surface au printemps et avant entrée des poules sans destruction. Donc en fait, il faudrait imaginer rentrer la matière organique à la brouette ou avec un genre de petit tracteur et l'étaler sur le sol avant que les poules elles rentrent en automne, parce qu'on sait qu'on va avoir des cultures de tomates qui vont encore avoir des fruits pendant 1 mois ou 2, et donc le fait qu'on rentre dans la matière organique, que les poules entrent aussi, qu'il y ait des fientes, mais que les tomates soient en hauteur, il n'y a pas d'abord de risque sanitaire entre les fientes des poules et les tomates qui sont en hauteur. Et ça va peut-être moins être agressif pour le sol, puisqu'en fait après le sol va devoir supporter les poules une grande partie de l'hiver, et donc si on apporte à manger à ce moment-là au ver de terre, ça sera ça de plus dans la performance qu'on va constater sur le renouvellement des vers de terre et du maraîchage sur sol vivant pour que les poules puissent se nourrir de vers de terre le maximum de temps dans la nuit. Notre stratégie consiste à dire on n'a pas de matière organique. Donc on va partir du principe qu'on n'a pas de matière organique et donc on va produire notre propre matière organique. Donc on fait une agriculture conventionnelle avec engrais, on continue à faire la chose classique, sauf qu'on va essayer de travailler sur le couvert permanent, ce qui est un peu les travaux dont j'ai compris qu'aujourd'hui Vers de Terre Production essaye d'avancer. Donc si jamais on a la chance de pouvoir travailler avec eux sur les choix techniques de cette expérimentation, on fera une modalité comme ça, qui je l'avoue me séduit moins parce que je trouve que ça demande énormément de technicité pour un jeune installé. C'est assez irrégulier et on est encore sur un stade de recherche qui n'est pas trop avancé vu que on est vraiment sur découvrir les choses. Et donc du coup c'est pas un modèle forcément que j'ai envie de mettre en avant parce que je pense que jeune installé, surtout Nima, doit avoir le moins de complexité possible dans son système. On arrive à la fin de la vidéo, ça fait 1 heure pile à peu près, donc c'est une longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres questions, je serais ravi d'y répondre en commentaire ou en privé. Voilà, écoutez, les prochaines vidéos, je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, parce que c'est celle qui commence à créer le plus d'interrogations par rapport à tout ce que je vous ai dit sur la vidéo précédente, c'est la vulgarisation de la vente directe, de la CEPA et de l'économie participative. C'est aussi, je vous l'ai dit, le cœur socio-économique de ce projet-là, c'est pas des moindres. Donc je pense que la prochaine vidéo parlera de ça et traitera de ça pour que l'on comprenne mieux l'ampleur socio-économique du projet. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo et je vous dis que la force soit avec vous.